Vous êtes sur Mosaïque. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Mosaïque vous présente son image du jour. Certains ont la fièvre des commémorations. Ainsi, le 6 juin, date anniversaire du débarquement en Normandie, est l'occasion pour certains de sortir toute une collection de drapeaux. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Mesdames, messieurs, bonjour, voici la météo de ce samedi. Le soleil se montre encore à son avantage en matinée. Il favorise d'ailleurs un réchauffement rapide. Dans l'après-midi, le ciel devient plus nuageux et la chaleur se fait lourde. Il n'est pas exclu qu'un cumulus ponctuellement plus développé aille jusqu'à l'averse. Température, elles partent de 10 à 14 degrés le matin, les maximales stationnaires ou en très légère baisse évoluent entre 25 et 27 degrés. Demain, samedi 8 juin, nous fêtons les Médards. Le soleil se lève à 5h28 pour se coucher à 21h32. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin avec le lancement de la nouvelle Seat Leon 3 portes. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Le monde entier dans votre voiture. Nouveau Citroën C4 Picasso de Technospace. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors des journées portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin. Go! C'est la journée de la création, reprise d'entreprise en Moselle-Est, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Pour tous ceux qui ont un projet de création, rendez-vous le vendredi 14 juin de 9h à 17h au centre de communication Smart à Ambach. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Bienvenue dans le jardin sans souci. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai piqué ton émission. Mon émission. Salut Stéphane. Bonjour Alexandra. Alors, avec l'accent, il faut que tu bosses encore un petit peu. Ça, j'arrive. Voilà. Alors là, on va filer tout de suite à notre stand parce que mon super parrain. Voilà, ça c'est l'émission en fait du siècle avec Stéphane, bien sûr, le joli Stéphane. On y va. Voilà. Allons-y. Au sommaire du Jardin sans souci aujourd'hui, le baptême d'une rose à Courson en présence de son parrain, l'animateur vedette de Silence ça pousse, Stéphane Marie. Ils sont en première bac pro aménagement paysager au lycée agricole de Courcelles-Chaussy et ont investi le jardin des faïenciers pour y installer un jardin gourmand. C'est la belle saison des pivoines, incontournable dans nos jardins. Elle fascine depuis l'Antiquité, une floraison aussi belle qu'elle est éphémère. À ne pas manquer sur la terrasse des pivoines, la Moselle est en fleurs. Viens, je te
présente Michael. Regarde, ça c'est le papa de notre Rose. Bonjour Michael. Regarde, Michael, je te présente Stéphane. C'est en fait la lumière du jour, notre parrain pour ce super baptême. Oui, mais nous connaissons déjà Michael. Oui, il y avait 10 ans, Ouais. 15 ans. Je suis venu chez vous. C'est ça, oui. Oui, c'était beau, au milieu de toutes ces roses chez David Austin. Oh, c'est génial. Donc je suis le parrain de cette rose, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est un rose, c'est Lady Gardner. Ah, c'est Lady, c'est pas The Lady Gardner, c'est Lady Gardner. Lady Gardner, oui. Oui. Elle est belle. Ah oui, tellement jolie. Ça, c'est un fleur un peu apricot. Beaucoup, vous pouvez voir beaucoup de boutons, alors ça fleure tout le temps. Et un parfum très, très bon aussi. Alors il y a du thé dedans, de la Cannelle. Cannelle, c'est ça? Et puis c'est quoi l'autre senteur? C'est fruits, je pense aussi. Fruits aussi. Oui, ça dépend de la température et oui, c'est un des meilleurs pour le parfum. Et c'est aussi très très sain. C'est très important pour le jardin. Maintenant, les jardiniers ne veulent pas traiter les rosiers tout le temps. Ah non, non, non. Fini les divans. Non, c'est Oui, fini ça. Absolument, oui. Donc elle est très résistante. Oui, c'est ça. Oui, très résistante. Et après un buisson 1 mètre, 1 mètre 20, après comme ça, assez étroit, mais pas tellement. D'accord. Oui. Ah oui, donc c'est pas ces roses anglaises qui parfois deviennent un peu entre le grimpant et le buisson. Oui. Elle a vraiment une physionomie de buisson. Oui, mais ça dépend comment vous le taillez en hiver. Bien sûr. Alors si vous voulez un rose assez grand, ne taillez pas tellement dur, mais si vous voulez un rose assez court, taillez assez court. Alors ça dépend comment vous le faites, quand vous le voudrez dans le jardin. Je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir? Je sais que vous en avez sélectionné au moins 2000 l'année dernière. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est de cet ordre-là, hein, pour en obtenir quelques-unes seulement qui vont être diffusées dans le commerce. Et qu'est-ce qui fait que celle-ci a été élue pour vous? C'est toutes les choses. C'est pas juste... si vous avez une rosier qui est très très sain, mais pas tellement jolie, c'est ennuyeux. Bah oui. Si vous avez une rosier qui est très très jolie, mais pas tellement simple, c'est pas bon. Alors, tous les rosiers, c'est toutes les choses. Ça fleurit beaucoup, de très jolies fleurs, parfums et très sain aussi. J'ai lu, parce que j'ai lu avant de venir, que c'était une rose qui avait à voir avec les roses anciennes, oui. Et que c'était la seule à avoir cette teinte orangée. Je me trompe? Seule qui est cette teinte abricot. Oh non, il y avait des autres qui étaient abricot. Oui, mais tous les rosiers sont différents. Mais oui, il y avait des autres variétés qui sont abricots, à peu près la même que ça. Ah oui, mais il y avait chez vous, oui, bien sûr, il y a Abraham Darby. Ah, mais les roses, vous dites les roses anciennes. Ah, dans les roses anciennes. Il n'y avait pas de... Non, le jaune et l'abricot, il n'y avait pas de cette couleur dans les roses anciennes. Ah, donc c'est un hybride de roses anciennes, donc c'est un hybride de roses anciennes qui est l'un des premiers à avoir cette teinte abricot. C'est ça, oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Bah, je suis très fier en fait d'être le parrain de cette innovation. Bah, nous aussi, on est très fiers d'avoir un parrain pareil. Voilà, chacun mérite sa rose. Alors, on fait le baptême? Oui, on fait le baptême. Alors, attends, oui, merci. Faut que je la tienne toujours. Mais moi, je souhaite une longue vie à cette rose, The Lady Gardner, en espérant qu'elle trouve sa place longtemps dans les jardins du monde entier. Et j'apprécie particulièrement son parfum et sa résistance. Je suis très honoré d'avoir été élu parrain de cette rose. Merci. C'était une super journée purée. Alors là, j'ai franchement apprécié et surtout, j'ai apprécié aussi le travail de Philippe Minot, Jardin Jardinier. Et si vous voulez voir en fait des autres émissions de Jardin Jardinier, vous trouvez en fait cette émission sur Internet. Vous donnez tout simplement jardinjardinier.com et vous trouvez sur une multitude de super jardins et surtout les jardiniers, comme par exemple aussi Stéphane Marie qui a présenté son jardin privé. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un petit tour dans le jardin des faïenciers où on a installé un tout nouveau espace. On retrouve en fait un jardin éphémère. À tout de suite.
jardin gourmand et surtout ludique pour petits et grands. C'est l'idée poursuivie par ce nouvel espace du Jardin des Faïenciers. Les espaces verts de Sarreguemines ont travaillé avec une classe de première bac pro aménagement paysager du lycée de Courcelles-Chaussy pour concevoir le jardin gourmand. Quelques mètres carrés qu'il a fallu complètement retravailler. Avant, ici, ce n'était que l'arrière d'un bâtiment, celui qui accueille tout au long de l'année les ateliers pédagogiques du musée des techniques faïencières. Ce n'est pas vraiment un jardin éphémère, il a vocation à rester au moins 2 ou 3 saisons, question de budget. À l'avenir, 2 autres jardins verront le jour dans le prolongement de celui-ci. Des jardins encore nichés dans un recoin de l'imagination d'Alain Rohr, le responsable des espaces verts. L'objectif sera alors de les transformer alternativement. On a un projet avec ma classe, donc il s'agit de faire un jardin éphémère. Ça va être un jardin ludique basé sur beaucoup de plantes aromatiques. Et on a plusieurs ateliers avec les autres élèves, comme plaquage de gazon, on a nivelé le terrain avant de mettre le gazon. On a créé des bacs aussi où on va mettre des pots pour mettre les plantes aromatiques par la suite. Et on a semé de la prairie sur le contour du chemin. Comme ses camarades, François découvre le terrain car avant de pouvoir s'amuser ici, il faut travailler. Guidé par 2 professeurs et Laurent Hessman, qui dirige les opérations pour la ville, le travail de ces lycéens avance à pas de géant. Il faut dire qu'ils n'ont qu'une journée. Ça nous apporte déjà de l'expérience parce qu'on n'a jamais posé de gazon. Donc ça permet aux élèves de savoir comment faire. Et aussi on a créé des bacs, donc ça aussi ça sert pour savoir comment faire. Moi je choisis ça parce que déjà j'aime la nature. J'aime bien travailler en extérieur. Je veux dire, ça m'a plu tout de suite. Première année, j'étais accroché. Ce qui ne sera pas terminé sera pris en charge par les jardiniers de la ville. Une trentaine de paires de bras, c'est plutôt bienvenu vu l'ampleur du chantier. Les futurs paysagistes y trouvent satisfaction. L'idée du projet est de proposer un espace où les plantes seront au cœur d'un décor des plus particuliers. En toile de fond, une fresque de l'artiste Lisiane Beck. Et pour le côté vraiment loufoque, des légumes géants imaginés par Bill Bresch. Pour intégrer ce jardin dans le thème général du fleurissement de la ville, des bols et des assiettes évoquant la faïencerie de Sarreguemines sont mis en place. Il faudra attendre encore un peu jusqu'à ce que la prairie fleurie pousse et que tous les légumes soient arrivés pour profiter pleinement des lieux. Et voilà, pivoine. Pivoine, c'est le moment. Alors ça, c'est en fait grâce à ce printemps inexistant, tout est en retard. Ça veut dire ça fait prolonger la saison des pivoines. Un de mes préférés, en fait, les variétés aux fleurs simples, tout simplement, elles restent debout. Voilà, malgré toute la pluie, pas de plantes en fait écrasées dans la boue. Voilà. Et ça, c'est le moment à aller surtout dans le jardin des faïenciers. Promenez-vous quand vous pouvez apprécier mes tout entre les arbustifs qui terminent là, mais les herbacées qui sont un petit peu en retard. Et chaque jour, vous trouvez autre chose, et ça sur la terrasse des pivoines. Selon une légende antique, la pivoine serait dédiée au médecin Paéon, à l'origine du nom Paeonia. Il aurait soigné une blessure infligée à Hadès par Héraclès avec une infusion de graines de la plante. Mais contrairement à la légende, ce sont ses racines et non ses graines que l'on utilise de nos jours tant en Europe qu'en Extrême-Orient. Bien qu'originaire de Chine, où elles sont cultivées en arbre depuis le 7e siècle, la pivoine herbacée était connue des Grecs depuis les temps les plus anciens comme plante médicinale. Hippocrate la prescrivait comme remède pour bon nombre de maux de femme. Au jardin des faïenciers, la vedette de la terrasse des pivoines imaginée par Philippe Niez est la Moselle. Il s'agit d'une obtention rivière baptisée en 2006
un symbole de la dynamique inspirée par le département dans le fleurissement et la promotion des jardins. Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme on est en pleine saison, là, ça vaut la peine d'aller chercher en fait dans les autres jardins, les autres activités, les autres conférences, etc., etc. Il y a tellement à faire. Regardons tout de suite sur notre agenda. La magie des roses sera au programme de la prochaine balade avec le jardinier au jardin des faïenciers. On vous donnera aussi quelques tuyaux pour favoriser la biodiversité au jardin. Fleurs printanières et premières orchidées, rendez-vous à 14h15 le 8 juin sur le parking du port de plaisance de Vitrain avec Michel Greff, animateur nature qui vous emmènera sur le circuit des Deux Chapelles. Le jardin de Lulu vous ouvre les portes les 16 et 23 juin, séance de rattrapage le 7 juillet, de 10h à 18h, venez flâner au bord de l'eau à Diefenbach-les-Putlanges. Voilà, et moi j'ai encore assez de boulot, alors vous pensez il fait beau, il faut aller au jardin, il faut profiter du soleil, on a tous un manque de vitamine D terrible. Alors, ciao ciao, à la prochaine. La solution est étudiée en accord avec l'ONEMA, la commune et la société de pêche et de pisciculture, et l'entaille du seuil pour permettre le libre passage des sédiments et du poisson. Depuis 2007, les rivières de la communauté d'agglomération de Sarreguemines, la Sarre, la Blise et les affluents font l'objet de travaux de renaturation autorisés par arrêté préfectoral. Des travaux qui perturbent en partie la population piscicole des rivières. Pour pallier ces inconvénients, l'État a mis en place des mesures compensatoires. C'est le cas à Lixin-les-Roulins, où la préfecture demande que la dalle béton qui traverse la Lixingerbach soit remplacée par un passage à gué afin de rétablir la libre circulation des poissons et conserver ainsi à ce cours d'eau une haute valeur piscicole. 3 seuils en aval seront posés simultanément dans le lit de la rivière pour atténuer le débit et offrir une zone de repos aux poissons. Le coût de l'ensemble de ces aménagements est estimé à 85 000 €, y compris les études et la maîtrise d'œuvre. Le projet peut prétendre à 80% de subventions émanant de l'Agence de l'eau et du Conseil général, ce qui ramènerait la participation de la CASC à 17 000 € hors taxes. Michel Bourg, maire de Lixin, rajoute que ce projet coûteux n'est à l'initiative ni de la commune ni de l'association de pêche. On verra si on peut s'en tirer à moindre coût, eh bien tant mieux, on verra. Ce point permet au maire de Bliesbruck d'aborder les problèmes de crues rencontrés dans sa commune. En cause, la Schlierbach, un affluent de la Blise qui, en période de pluie diluvienne, peut atteindre un débit de 50 mètres cubes par seconde qui proviennent essentiellement de la voie verte. La dernière crue remonte à 2012. Elle a causé des dégâts considérables et a endommagé les berges et creusé le lit de la rivière. Des problèmes que rencontre également Nathalie Staub dans sa commune de Wieswiller. À voir s'il y a une possibilité de faire un programme à ce niveau-là. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si ça entre dans le cadre des travaux de renaturation qui ont été actés en 2007. Est-ce que ça figure là-dedans ou est-ce que ça ne figure pas là-dedans? Si ça figure là-dedans et s'il y a des crédits, je pense que personne ne va s'opposer à ce que ça se fasse. Mais si ça ne devait pas figurer là-dedans et d'autres travaux du même genre vont devoir être réalisés dans d'autres communes, la question aujourd'hui est de savoir si c'est la communauté d'agglomération qui doit prendre ces travaux en charge, étant donné qu'il s'agit, dans la plupart des cas, d'eau de surface. Ce n'est pas du tout un manque de bonne volonté. Je crois que si ma mémoire est bonne, on a quand même réhabilité une berge de la Blise il y a peu de temps à Bliesbruck, pour un montant qui était équivalent d'ailleurs à ce qu'on fait à Lixin. Quelle est l'aptitude des toits à accueillir des installations solaires?
Une question à laquelle devrait répondre une étude validée par l'Eurodistrict. Il s'agit de réaliser une cartographie, c'est une vue aérienne avec un code de couleur sur les toitures qui permet donc de reconnaître, qui permet aux propriétaires de reconnaître si l'exposition de sa toiture est bonne pour recevoir soit du photovoltaïque ou du solaire, du solaire thermique. La casque participera à hauteur de 1 000 € et mettra sur le plan technique son système informatique géographique à disposition. Ça a été discuté dans le cadre du GECT. On s'est aperçu qu'ils avaient pris cette initiative du côté sarrois et on a estimé qu'il ne serait pas inintéressant de faire la même chose de notre côté. Pour une fois, on aurait un projet parfaitement transfrontalier et qui se pratique de la même manière d'un côté et de l'autre de la frontière. Le projet est déclaré comme une mission de service public et rentre dans la droite ligne du plan climat-énergie de la casque. Devenu communautaire depuis janvier 2012, l'Office de tourisme rue du Maire Massin est à la recherche de locaux plus grands. L'objectif est d'offrir de meilleures conditions de travail. La prospection est ouverte. Ils avaient commencé en 2000 dans ces locaux, mais ils étaient 2 à 3 personnes. Actuellement, ils sont 8 dans 100 mètres carrés, dont un espace pour la vente. Bien entendu, il s'agit de démarrer ici des investigations pour avoir une possibilité d'installer cet office ailleurs. Dans la foulée, Sonia Frébeuf propose une augmentation de la subvention de fonctionnement de 15 300 €, ce qui la fait passer à 396 000 €. Une augmentation de 4% qui se justifie par la hausse du loyer et des salaires, mais surtout par un surcroît d'activité que demande la mise en valeur de 26 communes. Grâce à l'ouverture des thermes à Hannweiler-Hilschingen, l'Office de tourisme affiche un taux de fréquentation en hausse de 6%. La fin annoncée de l'analogique incite le syndicat du Grauberg, qui regroupe 5 communes, à moderniser son réseau en fibre optique. Rappelons que Mosaïque est diffusé depuis 2007 en analogique à Hundelin, seule commune du syndicat membre de la casque. Avec le passage au numérique, Mosaïque sera diffusé sur l'ensemble des communes du syndicat. Le coût des travaux pour la casque s'élève à 15 000 €. Pour mener à bien ce projet, il est indispensable d'injecter le signal de la chaîne directement sur la tête de réseau. Techniquement, il n'y a pas d'autre solution. Et non plus sur l'armoire qui se situe actuellement, comme je vous ai dit, à la sortie de la commune. Fin juin, les habitants des communes de Metzing, Dieblein, Nouswiller-Saint-Nabor, Cadenbronn, Tantlin et bien sûr Hundelin pourront profiter des programmes de Mosaïque via leur réseau câblé. Le syndicat du Grauberg compte aujourd'hui 1428 abonnés, dont 353 à Hundelin. La zone industrielle de Sarreguemines de 300 hectares est saturée et plus aucun projet ne peut y voir le jour. Pour répondre aux investisseurs potentiels, la casque décide de réaliser une zone d'aménagement concertée dans le secteur Edison, encore en friche entre la rue du Maire et la rue Jaunaise. Une exposition de panneaux décrivant l'opération ainsi qu'un registre sera mis à la disposition du public au siège de la communauté d'agglomération. En revanche, il reste de la place sur la zone artisanale de Roulin. La casque y a vendu un terrain de 6 375 m² à la société BH Électricité pour un prix de 47 000 €, avec à la clé des perspectives d'emploi. 726 245 €, c'est le montant des subventions et cotisations votées lors du conseil communautaire. 70 987 € pour l'AGEM au titre de l'adhésion 2013, soit 1,37 € par habitant. 2 540 € pour la CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, soit 0,05 € par habitant. 255 918 € pour l'année 2011-2012 à l'Université Lorraine au titre des différentes filières présentes sur le site délocalisé de Sarreguemines. 396 000 € pour l'Office de tourisme et enfin 800 € à Moselle Art et Vivant au titre des cotisations 2012, 2013, 2014 et 2015.
Il existe plusieurs façons de partager l'amour que l'on porte à sa région. Par le chant, l'écriture, la poésie, Francine Wilzeil partage cet amour par la broderie, une passion venue de l'enfance transmise par sa marraine et sa tante. Son sujet de prédilection, l'Alsace. Chef d'entreprise pendant plusieurs années spécialisée dans la collecte de déchets médicaux, Francine prend une retraite anticipée pour se consacrer entièrement à ses passions, la photo, les voyages et la broderie. Et c'est en vrai pèlerin qu'elle aborde les marchés aux puces. Elle chine pour recueillir et rassembler dans un musée tout ce qui fait l'âme de la broderie alsacienne traditionnelle. Francine a sauvé de l'oubli plus de 700 motifs. Francine Wilzeil veut léguer aux générations futures ces motifs de broderie qui font l'histoire de l'Alsace. Après plusieurs déménagements, cette sarregueminoise de naissance vit à Échaud, dans la banlieue strasbourgeoise, où de concert, elle loue des chambres d'hôtes qui sentent bon le linge d'antan dans la pure tradition alsacienne. En projet d'autres livres de broderie avec peut-être des motifs anciens de broderie lorraine. Bienvenue entre les lignes. Aujourd'hui, je vous propose une émission littéraire un peu différente des autres. Le livre en question ne tient pas du roman ni du documentaire. Il ne raconte pas une histoire au sens littéral du terme, comme on l'entend communément. C'est une autre façon de raconter l'histoire d'une région en conjuguant deux passions, l'Alsace et la broderie. C'est cet art de vivre en terre alsacienne, mis en scène par Henri Lux sur la vaisselle de sarreguemines prénommée Aubernais, que Francine Wilzeil, on dira Francine Zeil, reproduit en motif de broderie sur le linge de maison. Bonjour Francine Zeil. Bonjour. Alors donc vous dites vous-même à un moment, je suis plus douée pour broder avec du fil qu'avec des mots. D'ailleurs on devrait dire cette émission entre les fils. Par exemple, oui. Ouais. Alors c'est un véritable exercice de style là, d'avoir écrit ce livre. Disons que c'est vrai que ça ne coule pas toujours de source. Heureusement qu'il y a les nuits. Finalement, c'est ce qui permet de enfin remplir les pages. Parce que souvent tout est prêt en broderie. Et puis je me dis, quel est le fil du livre ? Et comment je vais raconter quelque chose qui va intéresser à la fois le lecteur et la brodeuse. Alors le livre s'appelle L'Alsace brodée selon Henri Lux. Alors c'est vrai qu'à un moment, ce livre, il sent le kouglof, le pain d'épices, le linge d'antan, et on trouve plein de choses dans ce livre. Je l'ai voulu un peu didactique sur l'Alsace et j'avais envie de donner à d'autres gens qu'à des Alsaciens purs l'envie de regarder mon livre, de lire mon livre, de voir des choses un peu sympas sur l'Alsace. Il fallait trouver un autre fil que la broderie pure, parce qu'une revue de broderie, on peut en acheter à 5 € dans n'importe quel magasin, mais un livre de broderie, il faut qu'il ait un peu plus pour donner aux gens l'envie de l'acheter, quoi. Alors j'ai regardé, en fait j'ai compté les motifs de broderie, il y en a, en résumé, il y a 30 motifs à broder dans ce livre. Il y a 7 recettes, notamment du pain d'épices aussi. Et il faut rappeler et beaucoup d'histoires. Parce qu'en fait, cette broderie que vous faites, où vous reproduisez donc ce qu'on trouve sur le service Aubernais, raconte des histoires. En fait, oui, Henri Lux a fait les dessins. Moi, j'ai repris ses dessins en broderie, mais en recherchant ce qu'il y avait derrière le dessin. La maison, pourquoi la maison, qu'est-ce qu'il y avait derrière la maison, quelle était l'histoire du village. Ça fait à la fois un livre de broderie et un petit guide sur l'Alsace. Exactement, et c'est pour des choses, pour des villages à visiter, pour des idées pour les gens. Et on retrouve des maris qui disent le livre me plaît. Alors que c'est un livre pour les femmes. Alors comment vous avez rencontré Henri Lux ? Bon, il est de fin deuxième partie du 19e siècle. Ouais. Et comment vous l'avez rencontré ? En fait, Henri Lux, j'ai eu en cadeau mes premières assiettes par mes parents, qui eux l'avaient hérité. Donc on a eu une assiette à Noël, une tasse, etc. Sauf que moi, j'aimais pas du tout ce service. Donc, je l'ai offert à des cousines qui habitent le Nord, qui, elles, étaient ravies. Dans un deuxième temps, j'ai racheté des assiettes un jour à une brocante, et des tasses. Arrivent mes cousines de Charente, je leur offre les tasses. J'avais toujours pas de Lux. C'est là que j'ai ouvert mes chambres d'hôtes, et mes hôtes me disent « Mais vous n'avez pas la vaisselle alsacienne ?» Et là, tilt.
j'ai racheté la vaisselle alsacienne. Et alors là, je me suis lancée à fond en achetant vraiment tout ce que je trouvais, les pièces, des pièces rares, des pièces un peu plus anciennes. Voilà comment j'ai commencé. Ensuite, c'est ensuite que m'est venue l'idée de me dire, mais Lux, on le connaît par les assiettes. Lux, il est dans toutes les familles alsaciennes. Pourquoi pas faire des broderies qui permettent de faire une belle table en mettant les assiettes et les motifs et une nappe brodée, puisque des nappes brodées chez les Alsaciens quand même c'est très fréquent, des nappes brodées et brodées au motif de la vaisselle. Et là où l'histoire est belle, c'est que vous êtes native de Sarreguemines. Absolument. Donc Lux, bien sûr, il était venu à Sarreguemines quelques mois pour faire ses dessins sur la faïence. Et effectivement, c'est une belle histoire parce qu'en fait, l'Alsace et la Moselle, ils ont partagé un destin commun. Et vous retraduisez ce passé commun. Et donc, c'est très beau. C'est bien, c'est un peu ce que je dis dans mon livre, ça, je m'en souviens bien. Je dis à Sarreguemines et la vaisselle. À Sarreguemines, on fait la vaisselle alsacienne et moi, je suis la fille de Sarreguemines qui écrit et qui décrit la vaisselle alsacienne. Voilà. Alors, la renommée d'Henri Lux vient essentiellement, vous l'aurez compris, du service qui portait son nom. On disait Lux Service, qui devenait par déformation le service de luxe que l'on sortait aux grandes occasions. Henri Lux a mis l'Alsace dans nos assiettes en 56 dessins. 56 dessins, dont 4 ne seraient pas de lui. Alors effectivement, il y a des doutes sur 4 motifs de ce service, parce qu'ils ne sont pas signés de la main de Henri Lux. Donc on ne sait pas si ces 4 motifs sont effectivement des motifs que Lux a dessinés peu de temps avant son décès, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a dessinés pour compléter le service. Alors je vous propose d'écouter cet extrait d'Henri Lux. Que serait la vaisselle Sarreguemines sans ce service aubernais dessiné par Henri Lux que chaque famille alsacienne ou d'origine alsacienne et que chaque salle des fêtes utilisait pour les grandes occasions. Bien qu'il soit essentiellement connu pour avoir décoré les assiettes du service aubernais, Henri Lux a produit beaucoup d'autres dessins, gravures, affiches, chocolat châle par exemple, et peintures. À la recherche de nouveaux motifs de décoration pour leur service de table, la faïencerie de Sarreguemines s'adresse dans un premier temps à Charles Spindler, un autre artiste alsacien bien connu. Mais celui-ci, trop occupé, recommande son ami Henri Lux. Cette collaboration avec la faïencerie commence en 1903 par une série d'assiettes lentilles. Assiettes plates sans rebord avec 2 orifices au dos pour les accrocher au mur. Les décors retenus sont des scènes d'une célèbre pièce de théâtre en alsacien, Der Herr Meer de Gustav Stockhopf. Alors Henri Lux a séjourné quelques mois à Sarreguemines. Les premiers objets décorés apparurent en 1903 sous le nom de Lux, jusqu'à ce qu'un aubergiste d'Aubernais souhaitait acquérir un service complet avec les sujets de Lux. Alors donc ça c'est une version. Une version. On n'est absolument pas sûr que ce soit la bonne. Moi, personnellement, j'ai des doutes. Et des doutes, pourquoi ? Parce que dans la vaisselle Sarreguemines, que je collectionne entre autres, il y a plein de noms de villages. Il y a Célestat, il y a Ricvire, il y a Ribeauvillé. Pourquoi on n'aurait pas simplement nommé un Aubernais sans que ce soit forcément l'aubergiste ? Mais c'est la version que donne Fernand Gastebois dans son livre à lui. D'accord, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a une autre version. Alors on peut voir dans ces dessins aussi plusieurs vignettes. Alors il y en a combien ? 56 on avait dit. Hein. Oui. Voilà. Et vous, à un moment, vous avez parlé de l'histoire d'amour, donc page 116. Ça, c'est l'extrait que vous avez choisi. En fait, j'ai bien aimé les 4 images qui se suivaient, puisque ces 4 images, on sait que c'est toute une série, que ça raconte toute une histoire. Voilà, c'est ça. Et voilà ce qui me plaisait dans ces images, puisque la première assiette, qui fait partie d'ailleurs d'un grand plat ou de plein de petites assiettes, et l'amoureux qui voit partir dans les champs pour une fête de village voisin. Alors, certainement une fête de village importante, puisqu'il y a le drapeau. Personnellement, j'ai marqué drapeau tricolore. Certains diront que c'est le drapeau blanc et rouge de l'Alsace. Oui. Alors, après, on voit
toujours le même couple où il essaye de lui offrir un pain d'épices. Je pense qu'elle est un peu surprise de ce cadeau. Elle dit attends, ça ressemble à quoi? Dans un temps futur, dans toutes les fêtes du village, l'image suivante relate un peu les fêtes du village. Après le pain d'épices et le mesti, on va le soir à la guinguette. Les villages alsaciens sont transformés, les rues dans le temps étaient coupées et on mettait une musique, une fanfare. Et tout le monde dansait sur la place du village, dans les rues, etc. Ça correspond à la deuxième image qui correspond aussi à Erstein. Et dans la dernière image, on voit ce couple qui, après la danse et après la soirée, rentre en amoureux vers chez eux. J'aime bien parce que ça fait toute une chronologie d'images. C'est presque une BD. Voilà. En fait, il a inventé la série. Il a fait la première série peut-être, oui, la première BD ou la première série d'images. Oui, vous voulez... Oui. Non, c'est bon. Non, c'est vrai. Donc vous avez retenu ces images parce qu'en fait, ça racontait une histoire. Voilà. Moi, j'ai appris aussi en regardant votre livre qu'effectivement, alors j'ai appris qu'il y avait les coiffes. Selon les coiffes, on savait définir de quel village appartenaient les jeunes filles. Il y avait aussi la religion. Oui. Donc les catholiques n'avaient pas la même coiffe que les... Donc on apprend tout ça. La même couleur, les jupes n'étaient pas de la même couleur. Oui. Donc en fait, c'est vrai que souvent les Alsaciens eux-mêmes ne pensent qu'il n'y a que le grand nœud. Oui. Mais en fait, Henri Lux sur ses assiettes, et ça permet justement d'introduire pour les gens qui ne sont pas alsaciens la possibilité d'avoir des autres coiffes. Puisque Henri Lux a dessiné les coiffes de l'Outre-Rhin, puisqu'il est souvent... il est né à Sesenheim, donc de là, il y a les petites coiffes à nœuds noirs. Le village à côté a des petites coiffes à nœuds rouges. Il a reproduit la coiffe de Korersberg, qui est blanche avec des fleurs. Et ça a permis d'avoir un cheminement pour l'histoire et pour les assiettes, et qui permet aussi aux gens de s'instruire un peu à ce niveau-là, quoi. Au niveau des coiffes, au niveau de ce qui existe en costume, le rouge pour les uns, la jupe verte pour les autres, les chaussettes blanches pour les jeunes filles, les chaussettes noires pour les femmes mariées. En fait, c'est une mine sans fin. En fait, il y a plein de livres qui existent là-dessus. Moi, j'en ai personnellement fait qu'une page parce que DMC m'a demandé de ne pas trop étaler tous les sujets de manière à pouvoir traduire dans d'autres langues. Mais je pense qu'il y a de quoi écrire plein de pages. Ouais. Alors Henri Lux a également peint l'Alsace et ses 4 saisons. Francine Zay ne se contente pas de reprendre ses motifs, elle va jusqu'à se déplacer au lieu même où l'artiste s'est rendu pour peindre, pour mieux s'imprégner de l'œuvre et faire parfois de belles rencontres. Écoutez. Cette belle maison alsacienne, Henri Lux l'a dessinée devant une superbe maison de Zützendorf. Mon ravissement fut total lorsque, suivant les indications de Michel Weil, je découvre, retirée au coin du village, cette belle maison, plus belle que jamais. Le ravissement continue lors de la rencontre avec son propriétaire, M. Haus Alfred, un homme charmant qui m'invite à entrer. Je pus ainsi visiter cette maison qui est restée dans son jus. Alcôve, petit Korlof, intérieur charmant et chaleureux. Bien sûr, assiettes, plats, brocs, du service luxe décore la maison. Je suis touchée de voir et de sentir le plaisir qu'éprouve ce charmant monsieur à partager ses trésors avec moi. Une belle rencontre. On ne peut que féliciter les propriétaires d'avoir entretenu cette maison avec autant de soin. Un bien beau patrimoine qui nous laisse à nous et à bien des générations encore. Merci. Est-ce que vous avez sillonné comme ça toute l'Alsace? Oui, vous avez fait ça. Oui. Ah bah, ça a dû prendre beaucoup de temps. Si j'avais eu plus de temps, si l'éditeur m'avait laissé plus de temps, j'aurais encore cherché, je serais encore venue sur Ziding prendre l'église, puisqu'elle existe toujours, ou du moins un clocher. Et voilà, j'aurais encore fait d'autres choses.
Alors vous partagez avec Henri Lux l'amour de l'Alsace et avec Thérèse de Dillemont, on n'en a pas parlé, on va en parler aussi. Alors celle de la broderie, la passion de la broderie. Alors qui est Thérèse de Dillemont? Je pense que vous pouvez en parler mieux que moi. Thérèse de Dillemont est tout simplement la personne qui a créé tous les motifs pour DMC. Et qui est vraiment la personne qui a fait DMC, puisqu'avant Thérèse de Dillemont, il n'existait pour ainsi dire que très peu de livres de broderie. Je les ai vus dans la collection de DMC, les quelques livres qui existaient, et elle a été, pareil, sillonner le monde entier, parce qu'elle n'a pas fait que des broderies alsaciennes, hein. Elle a fait des broderies turques, des broderies coptes, toutes sortes de livres de broderie de différents pays. Et elle était vraiment très prolifique en peu de temps, puisqu'elle est morte relativement jeune. Aussi, oui. Elle a écrit ce qui est la Bible de la broderie, l'encyclopédie de la... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Oui, je ne sais plus non plus exactement le nom, mais vous l'avez, cette encyclopédie? Oui, je l'ai en français, en allemand, en grande édition et en petite édition. Donc ça a été traduit en plusieurs langues aussi? Ça a été traduit en, j'ai oublié combien de langues, en 17 pays et 2 millions d'exemplaires. Alors je voulais vous demander aussi pourquoi ce fil DMC plutôt qu'un autre? Pourquoi? Il y en a très peu d'autres, pour commencer. Il y a très peu d'autres DMC que les fils DMC. À l'heure actuelle, on essaye d'introduire des fils d'autres pays, mais n'ont absolument ni la résistance du fil, ni la résistance surtout au lavage. Oui. Le fil DMC est toujours parti d'un coton d'Égypte, et donc d'une très bonne qualité. Et je crois que toutes les Alsaciennes ont toujours brodé DMC. Mais là, ça se produit encore parce que DMC Absolument. existe encore. Il me semble que Absolument. ça n'existe Tout le monde plus. s'imagine que DMC n'existe plus. Sur mon blog, je me suis amusée à faire un reportage à l'usine de DMC. À Mulhouse? À Mulhouse. Donc DMC existe toujours, du moins pour les fils. Ils ont abandonné la partie qui était création de modèles purs ou d'impression. Mais au niveau du fil, ils existent toujours. Donc ils fabriquent toujours encore du fil DMC? Ils font toujours du fil DMC, toujours sur la base de coton d'Égypte. D'accord, donc il faudrait regarder sur Internet et corriger, parce que quand on regarde ça, on a l'impression que tout est fermé et que DMC n'existe plus. Moi personnellement, j'ai mis des photos de l'usine et de ma visite perso d'usine. Alors donc la plupart des reproductions sont faites au point-de-tige. Pourquoi le point-de-tige? Alors j'ai ma propre explication là-dessus. Il y a point-de-tige et point-comté dans mon livre. Mais les Alsaciens brodaient essentiellement au point-de-tige. Le point-comté n'est arrivé que bien plus tard et a beaucoup d'adeptes parce qu'il est souvent plus facile d'avoir un modèle avec des petites croix que d'imprimer son tissu. Alors, ma version est la suivante, et je l'ai expérimentée, c'est pour ça que j'y ai pensé, c'est que si vous prenez un point comté en Alsace ou en Lorraine où il ne fait pas très clair, c'est très pénible à broder. Si vous prenez un point de tige, c'est-à-dire un motif imprimé sur un coton, et que vous allez dans le sud de la France avec le soleil, vous ne voyez plus le trait imprimé. Et je pense que c'est pour ça que certaines régions ont utilisé une certaine broderie, parce qu'elle était plus facile à broder. Ça s'adaptait. Voilà, ça s'adaptait plus. Après, moi, je trouve aussi que personnellement, un point de tige permet une convivialité que ne permet pas un point comté. Un point comté, vous êtes obligé de travailler seul, et surtout d'avoir personne qui parle pendant le temps que vous comptez. Alors qu'un point de tige, vous suivez votre trait et vous discutez avec votre voisine qu'on fait le parfait. Ouais. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre point qui peut s'adapter à la reproduction de ces motifs-là. Alors il y a le point compté, il y a le point lancé aussi. Oui. C'est-à-dire les motifs qui sont pleins, en broderie pleine. Voilà. Hein. Oui. Donc du il y en point a lancé, aussi, il y en avait quelques-unes. Des fleurs notamment. Oui, des fleurs essentiellement. Donc ça, c'est les deux motifs. Après, le point compté, moi je l'ai fait sur un style graphique, mais ça permet à celles qui ont envie de le reproduire au point de tige, de prendre le graphique et de suivre les croix pour obtenir très bien un motif à broder au point de tige. Voilà. Et alors pourquoi, alors là aussi, ce qui m'a marqué, pourquoi le fil bleu et le fil rouge? C'est simplement ces couleurs qui reviennent, il y a une raison à ça? En Alsace, déjà, l'Alsace était la première productrice de garance.
La garance était une plante sauvage qui poussait en Alsace. Après, en 19e siècle, l'Alsace a planté la garance, donc était devenue première productrice de la garance. DMC teignait son fil rouge, le 321, avec de la garance, alors que le bleu, c'était du pastel. Le pastel était produit dans la région d'Albi. Très difficile à planter, il faut qu'une plantation sur 2 années. Par contre, il est aussi très difficile à extraire. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une émission où il disait que même il fallait avoir des hommes qui urinaient sur la teinte et sur les racines pour extraire la couleur. Et pour les Alsaciennes, faire venir du pastel était coûteux, alors qu'elles avaient la garance à domicile. Et on voit la différence entre la garance ancienne sur une broderie et la garance actuelle chimique. La garance chimique, la couleur ne bouge pas. Par contre, les broderies qui sont faites avec du fil teint maison, elles sont devenues roses avec le temps. Elles ont un joli rose un peu soutenu. Et ça, on sait que c'est de la garance teintée avec une plante. Vous êtes vraiment une connaisseuse. Hein, je crois que ça n'a plus de secret pour vous, le fil DMC non plus. Alors, vous aurez aussi parlé du musée. Vous avez le musée à Gerstheim. Alors donc, vous êtes une grande collectionneuse et vous avez réussi à rassembler je ne sais pas combien de... Je ne sais pas non plus. Ben, on parle de... Est-ce que c'est de 700, c'est possible oh, ça oui, disons que, oui, certainement bien plus, puisque pour mon premier livre, on a fait 400 photos. 400 photos de 400 pièces. Oui. Donc, entre-temps, j'ai encore pas mal collectionné. Je sais qu'en nappe pure, en motif alsacien, j'en ai plus que 100. Mais alors, vous avez chiné avec chacun. Voilà, je chine toutes les brocantes. Je vais voir les Emmaüs, je vais aux bandes spéciales, le Croix-Rouge, des gens comme ça. Vous êtes la mémoire de la broderie alsacienne à vous toute seule? J'ai essayé de faire un premier livre qui est vraiment un livre de mémoire. Et je l'avais fait, mon premier livre, dans le but de la mémoire de la broderie alsacienne. Celui-là n'est venu vraiment qu'après. C'est vraiment le premier que je voulais faire, c'est celui qui permet de sauvegarder les modèles. Je me suis dit, bon, j'ai 60 ans passés, si demain il m'arrive quoi que ce soit, peut-être ma collection va disparaître. Peut-être tous ces motifs, eh ben, ils disparaîtront, puisqu'à force de les laver, de toute façon, ça s'use. Et donc, mon premier livre était surtout un livre de sauvegarde des motifs alsaciens. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en dehors des napperons ou des nappes dans ce musée? Il faut rappeler que ce musée, est-ce qu'il se trouve bien à l'étage? En dessous, il y a le musée Lux? Non, pour l'instant, il est chez moi personnellement et que dans un temps futur, ce qui est en train, la commune est en train de transformer un bâtiment où le musée Lux aura un étage et la broderie alsacienne aura un autre étage. Ils ont déjà l'accord des finances, mais pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel. Mais là, donc, si on veut visiter votre musée, il faut aller où? Mon musée, on peut le visiter sur appel téléphonique. Sur appel téléphonique. Absolument, donc, il faudra qu'on laisse votre numéro de téléphone. Oui. Aussi, d'accord. Éventuellement. Oui. Ok. Et le musée Lux, il est à Gerstheim? Et le musée Lux, il est pour l'instant dans des cartons. Dans des cartons? Oui, puisque c'est pas encore non plus. La mairie a racheté toute la collection. D'accord. Mais la maison étant pas prête, il y a eu des contretemps, enfin bref. La commune a eu quelques contretemps, donc ça ne s'est pas fait aussi vite. Alors à côté de ça, vous avez aussi des chambres d'hôtes, également à Gerstheim, et qui sont totalement aménagées au goût Alors elles sont totalement aménagées en style alsacien, avec du linge ancien. Je n'utilise que des draps qui ont 80 à 100 ans, des housses, des dredons en kelch. On va savoir qu'un kelch a toujours forcément pas loin de 100 ans. Alors le kelch, il faut expliquer ce que c'est, parce que même moi j'ai du mal à comprendre ce que c'est qu'un kelch. Un kelch, c'est un tissage alsacien très spécifique, comme vous en voyez dans mon livre, qui est en général bleu, blanc, rouge. Pareil, les 3 tons, soit il est tout bleu, soit il est tout rouge, enfin tout rouge, rouge et blanc, bleu et blanc, soit rouge, bleu et blanc. C'est un tissage de lin quand les gens étaient riches, un tissage métissé, c'est-à-dire lin et coton quand les gens avaient moins de moyens, et alors quand les gens avaient vraiment peu de moyens, il était tissé en coton entièrement.
Et ça s'appelait le bettelkelch, donc le kelch des mendiants, le tissu du pauvre, quoi. D'accord. Et ils servaient en fait, c'était... Alors au départ, ils n'avaient que usage domestique, lit, rideau et oreiller, point à la ligne. Après, on leur a donné plein d'autres fonctions, mais au départ, ça servait essentiellement à faire ce style de tissu, servait uniquement pour faire les lits, quoi. Et là, vous avez d'autres projets, Francine? Oui, il y en a un autre démarré. Un autre démarré sur l'Alsace, évidemment, mais plus vaste, c'est-à-dire pas que la broderie rouge, aussi de la broderie blanche, d'autres styles de broderie et des pièces alsaciennes anciennes que je reprends dans le livre. Alors, est-ce qu'on peut espérer que vous feriez un jour un livre sur la broderie lorraine? Ah, c'est mon vœu le plus cher, ça commence à s'entasser. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain nombre, je crois que pour l'instant je dois avoir 70 pièces, qui est très peu. Il faut au moins 300 pièces pour faire un livre. Mais j'essaye de chiner pour trouver des pièces lorraines parce que j'ai vraiment très envie. Oui, c'est plus rare. Enfin pour moi du moins parce que je me déplace moins en Lorraine pour chiner. Disons qu'il faut un certain nombre de pièces, mais j'ai très envie parce que quand j'ai créé un modèle de Lorraine il n'y a pas longtemps au Point de Croix, parce que je fais encore des motifs en dehors des bouquins que je revends, et il a très très bien marché dès le premier jour, donc je pense qu'il y aura de la demande. Au niveau de la Lorraine, il y a des gens qui ont aussi envie de broder leur pays. Il y a même des Bretons qui m'ont demandé, des Normands, de reproduire leur propre broderie à elles. Voilà. Francine Zahel, on arrive à la fin de cette émission. Alors merci déjà d'être venue et je suis sûre que dorénavant, quand les gens vont manger dans des assiettes au Bernet, ils les regarderont d'un autre œil et peut-être même qu'ils vont se mettre à broder ces motifs que vous présentez si joliment. Merci beaucoup. Voilà, mais avant ça, je vais vous demander après de rejoindre le tableau et d'écrire peut-être quelques lignes. Alors peut-être ce qui sera le début d'un prochain livre ou bien une pensée. Enfin, je vous laisse libre d'écrire sur ce tableau ce que bon vous semble. Et quant à nous, bien sûr, on se retrouve dans une prochaine émission Entre les lignes. À bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.